Bien, Antoine Frot, il y a une vraie spécificité mémorielle du champ de bataille de Verdun vu par les anciens combattants. Visiblement, plus qu'ailleurs, plus que sur d'anciens champs de bataille autres, ils ont voulu s'approprier ce champ de bataille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment? Il faut remonter à la bataille elle-même. Il faut même remonter à la guerre de 1870. Les Français qui se battent savent ce que c'est qu'une défaite. Ils ont l'expérience de la défaite. La guerre de 1870, c'est plus près des combattants de 1916 que 1968 n'est près de nous. Et or, à Verdun, on a été à deux doigts d'une catastrophe. Le front avait lâché, et les soldats qui arrivent sont des soldats qui ont le sentiment que vraiment ils défendent la patrie. C'est eux le rempart. Bon. Ils ont le sentiment que c'est pire que tout ce qu'ils avaient vu avant. Et ils ont raison. La mobilisation, c'est probablement moins grave, moins pire que ce qui viendra après, parce qu'il y aura beaucoup plus d'obus, mais c'est vrai que c'est pire que tout ce qu'il y avait avant. Et ensuite, les trois quarts de l'armée française de l'époque sont passés à Verdun. Donc c'est une expérience qui a été partagée. Et comme c'était une expérience centrale pour la France, les éditeurs étaient tout à fait avides de publier des souvenirs. Et les soldats étaient eux-mêmes très contents de dire « moi j'ai fait Verdun », parce que c'était la bataille qu'il fallait avoir faite. Et vous avez même des soldats qui n'ont pas fait Verdun et qui disent « moi j'ai fait Verdun ». Bon. Et donc, dès le début dès la fin de la bataille, les soldats qui ont fait Verdun se réclament de Verdun, ils en ont la fierté. La ville va aider d'ailleurs en faisant une médaille de ceux de Verdun qui n'a rien à voir avec l'État. Alors, une fois que la guerre est terminée, ces anciens combattants, ils reviennent en pèlerinage sur le front. Ils viennent avec leurs femmes, leurs enfants, et tu vois, c'est là que j'étais. Enfin, ils essayent de dire ça parce que souvent, l'endroit où ils étaient a été tellement bouleversé depuis par des bombardements qu'ils ne retrouvent pas toujours. Et puis, ils se constituent en associations. On a vu combien ces associations étaient puissantes. Ces associations, elles organisent la vie sociale dans le village. Elles organisent des voyages à Verdun. On loue un autocar. Et puis, on s'arrange pour avoir un gîte d'étape à Verdun, parce que c'est quand même pas des mobilités aussi rapides qu'aujourd'hui. Et puis, il y a des amicales régimentaires qui vont s'occuper, par exemple, du cimetière du Trottoir aux Éparges ou de lieux particuliers, qui vont faire ériger des statues sur des emplacements qui ont beaucoup compté, comme la chapelle Sainte-Fine, qui est pratiquement là où est actuellement le Lion, au carrefour de la route d'Ouaumont-Vaux. Et alors les fêtes de Verdun sont aussi des fêtes qui les attirent tous les ans, à la fin du mois de juin. Quand on inaugure le monument à la victoire de Verdun, il y a 30 000 anciens combattants qui sont là, qui sont venus, et qui sont hébergés, pour beaucoup, par d'anciens combattants de la Meuse, qui les reçoivent chez eux, parce que les capacités hôtelières ne sont pas évidemment suffisantes pour accueillir 30 000 personnes. Donc ces pèlerinages, ces visites, ça engendre une sorte d'appropriation. Quand on est à Verdun, les anciens combattants ils ont le sentiment d'être chez eux. Voilà. C'est en quelque sorte parce que la bataille de Verdun résume la guerre. La bataille de Verdun résume la guerre. Et que le champ de bataille de Verdun résume la France. Un des points les plus intéressants, justement, de cette appropriation du champ de bataille, c'est la question du reboisement. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors c'est une question qui se pose en 1929-1930, donc après 10 ans. C'est à peu près le moment où on s'arrête d'avoir des cauchemars la nuit. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors il y a deux camps qui s'opposent. Il y a les gens qui disent ça c'est le champ du souvenir, c'est sacré, faut pas y toucher, faut les laisser en l'état. Et puis les adversaires qui disent, oui, mais si on les laisse en état, ça va être des ronces, ça va être un espèce de fouillis indescriptible, c'est pas comme ça qu'on honore les morts, il vaut mieux planter des arbres. Mais c'est un vrai débat qui va occuper le journal des mutilés et réformés pendant plusieurs livraisons. C'est tout à fait caractéristique. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, il faut faire une périodisation. Disons, il y a la fin des années 50, années 60, qui est le moment où les anciens de Verdun ont pris leur retraite
et commencent à faire leur testament. Et donc, où ils se disent qu'il faut que le souvenir continue, mais ils ne seront plus là pour le porter. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont décider de créer le mémorial de Verdun. Je ne raconterai pas cette histoire, mais il est inauguré en 1967. Et puis, 10 années, 15 années passent encore, et Verdun devient, à mon avis, il échappe à ce moment-là au sentiment de propriété des anciens combattants, et il devient en quelque sorte le lieu emblématique de l'absurdité de la mort de masse. C'est-à-dire, il perd en partie ses connotations patriotiques pour des connotations plus universalistes, plus pacifistes et plus hommage aux morts. Ce qui permet le rapprochement franco-allemand et la célèbre poignée de main de Kohl et de Mitterrand.